Ici, il y a des petites filles qui viennent tous les jours, des mineurs de 15 ans, 16 ans, 17 ans, comme un marché de légumes. Hein. La prostitution des mineurs, un phénomène qui est en très forte augmentation ces dernières années dans notre pays. Ça détruit une vie, quoi. Je n'aurais pas d'autre chose à dire. Elles sont entre 10 et 15 000 dans notre pays. On souffre, on attend d'être sauvé, et c'est nous qu'on enferme. Elle s'est déjà fait agresser. Est-ce qu'un jour, elle tombera pas sur quelqu'un qui finira par la tuer? Salut, c'est Azilis, je suis journaliste chez Brut et avec ma collègue Laura, on a décidé d'enquêter sur un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur en France, la prostitution des mineurs. Depuis quelques mois, des rapports ont été publiés et un chiffre en particulier nous a choqués. En fait, selon les associations, aujourd'hui en France, entre 10 000 et 15 000 mineurs, majoritairement âgés de 13 à 17 ans, seraient en situation d'exploitation sexuelle. Alors pendant 2 mois, on a contacté des associations, des avocats, des journalistes et on a récolté beaucoup de témoignages. Ils nous ont tous raconté la même chose. Alors si les foyers de l'aide sociale à l'enfance restent encore des lieux ciblés par les proxénètes, aujourd'hui, les plateformes comme Snapchat ou Instagram permettent de recruter directement des jeunes issus de tous les milieux sociaux. Résultat, on s'est rendu à Marseille rencontrer un jeune proxénète. Ça a été une longue négociation, notamment avec son avocat. On a dû pas mal batailler pendant des semaines. Et aujourd'hui, même s'il affirme être repenti, il accepte de nous raconter son histoire à une condition, rester anonyme. Vas-y, je vais te mettre des claques, toi, voilà. Je vais te mettre des claques. Là, on est à Marseille. On est à la place de la Rotonde. Ici, il y a plein de filles qui viennent, des petites filles qui viennent tous les jours, des mineurs de 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et plus les années passent, plus j'en vois des plus petites. Franchement, les gens, ils préfèrent les plus jeunes. Hein. Les passes, ils se font dans des toilettes publiques, dans des blocs, dans des hôtels, dans des voitures, hein, dans des parkings. Les clients, ils viennent en voiture, là. Ils la récupèrent et du coup ils descendent en bas, on les passe en bas dans le parking. De toute façon ici tu fais des tours un peu des blocs, tu verras des préservatifs par terre, des mégots de cigarettes, des pipes de crack, voilà tu vois un peu de tout ici. Franchement les clients ils préfèrent venir la récupérer en voiture et descendre dans le parking, hein. Ils ne veulent pas se prendre la tête, ils vont payer des parkings, ils vont payer des hôtels pour pas dormir, c'est bête un peu. Je faisais travailler des filles, le client il venait la récupérer ici, il la ramenait au parking en bas. Il y en a, je les aimais vraiment, genre, j'étais pas là pour faire de l'argent aussi, j'étais là parce que j'étais attaché à quelques filles. T'étais amoureux? J'étais amoureux, de une. Après voilà, maintenant c'est du passé. Clap au niveau de ton visage. Quand il y a un problème, des clients ils veulent pas payer, tout ça, ah ben, j'étais obligé d'être là pour qu'ils payent. Parce qu'il y a plein de problèmes dans ça. Comme ils voient que c'est une fille, tout ça, elle est seule, ils veulent profiter d'elle. Du coup, ils font leur passe et à la fin, ils reprennent les sous, ils la frappent. Et quand il y a un gars de jour, il n'y a pas ça. Quand il y a un homme avec une femme, ça n'existe pas ça. Toi, tu avais conscience de ce que c'était être proxénète à l'époque? À ce moment-là, j'avais 17 ans, je venais à peine de faire 18 ans. J'avais 17 ans, je venais à peine de faire 18 ans. Et franchement, je savais pas vraiment, j'étais pas vraiment conscient. Pour moi, c'était un travail comme tous les autres pour moi. Parce qu'en vrai, tant que la fille était d'accord pour moi, il n'y avait rien d'illégal. Et est-ce que les proxénètes que tu as pu rencontrer ou ceux avec qui tu as travaillé de loin ou de près, est-ce qu'ils utilisaient les réseaux sociaux justement pour repérer ces jeunes filles? Eh oui. Et comment ils faisaient? Tu sais comment ça se passe? Sur Snapchat, hein, tu vas sur un jour rapide, tu ajoutes des filles, tu leur proposes, c'est tout. Mais comment? Comme je vous ai dit, il y a des filles maintenant, elles veulent plus être en chien, elles veulent dépendre d'eux, ils veulent acheter leurs cigarettes, leurs shit, ils veulent s'habiller bien, ils veulent des sacs Louis Vuitton, des sacs Chanel, ils veulent aller en voyage, ils veulent aller à Dubaï, tout ça. Du coup, ils se permettent de taffer, c'est tout. Et voilà, il y en a plein, tu vois. Il y a des gens, ils s'en font pour ça. Ils vont parler sur Internet, ils rentrent dans le cerveau des gens, et voilà, il y en a, ils réussissent. Hein. Ces filles-là, tu peux facilement rentrer dans leur cerveau, genre. Tu peux facilement les recruter, c'est pas bon ça. Il y a beaucoup de prédateurs qui peuvent faire ça, genre. Comment ils les contactaient en premier abord? Est-ce qu'ils leur parlaient tout de suite de prostitution ou ils essayaient d'entamer une relation au début? Avoir leur confiance?
Il y en a, ça dépend. Il y en a, ils sont en direct. Il y en a, ils demandent cash. Il y en a, ils créent des relations. Parce qu'ils font tomber la fille amoureuse. Après, ils leur demandent des trucs en échange. Et voilà, c'est un piège. Genre sur le site, tu n'as pas le droit de t'inscrire si tu es mineur. Mais ils sont passés pour des majeurs. Ils disent qu'ils ont 19 ans. Ils montrent un peu leur corps en photo, c'est fini. Ouais, elles postent quel genre de photos sur Sex Model? Voilà, ils filment une photo en culotte, en soutif. Ils filment un peu les fesses, les seins, et voilà. Ils les mettent en photo, en profil, bam bam bam. Tu mets un VIP, tu payes 20 €, tu es tout en haut de la liste. Et les clients, ils t'appellent. Alors, Sex Model, c'est l'un des principaux sites d'escorting en France, une pratique qui est légale dans le pays. En fait, le site se présente comme une plateforme de rencontres libertine et précise dans son onglet d'accueil que la vente de services sexuels y est strictement interdite. Alors ça, évidemment, c'est pour la forme, mais dans le fond, une fois passées les formalités d'usage, le site servirait principalement à la prostitution, selon les différents témoins avec qui on a pu échanger durant cette enquête. Sur Sex Model, c'est 30 minutes 100 €, 1 heure 150, 1 heure et demie 200, 2 heures 250, voilà, etc. Chacun ses prix. Il y en a, ils tuent le marché, il y en a, ils font des trucs pas chers pour que ça marche mieux. Il y a tout, comme un marché de légumes. Hein. Et les clients, est-ce que tu peux nous parler un peu des clients? C'est quoi leur profil? Ils ont quel âge? Il y a de tout. Tu peux trouver des petits jeunes de 18 ans, comme des jeunes comme des grands de 60 ans, 70 ans, 80 ans. Il y a tous les âges. Et est-ce qu'ils se rendent compte qu'elles sont mineures et est-ce qu'ils se rendent compte que c'est illégal? Franchement, la vie de la mère s'en foutent. Ils viennent pour payer, faire leur passe, ils se cassent. Ils s'en foutent, tu vis où, tu as quel âge, tu t'appelles comment. Eux, ils ont envie de se vider. Ils viennent, ils font leur passe, ils se cassent. C'est tout. Et même les clients, ils préfèrent les mineurs. Hein. Est-ce que les clients sont prêts à payer plus pour avoir plus jeune? Ben oui. Ils sont prêts à payer tout ce que tu leur demandes. Tant que tu leur ramènes une fille petite, jeune, propre, belle, ils sont prêts à tout. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes? Ben oui, je regrette. Je regrette tout, là. Ça brise des familles, ça brise des mamans, ça brise des cœurs. Ça brise des vies même, ça brise des avenirs, ça brise tout, ça. Selon l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, en 2024, le nombre de cas de prostitution des mineurs en France a été multiplié par 10 en l'espace de 10 ans. Pour cette enquête, on a tenté d'interviewer des prostituées mineures. On est passé par des sites d'escorte, on a même échangé avec des parents qui se font accompagner par des associations. Mais voilà, le problème, c'est qu'on s'est vite rendu compte que c'était super compliqué. La plupart de ces adolescents sont sous l'emprise de leurs proxénètes ou encore embrigadés dans un réseau de prostitution. Résultat, ils refusent catégoriquement de témoigner ou alors ils ont juste trop peur des conséquences s'ils parlent. Bref, après des semaines de refus, on a pu rencontrer Manon qui, à l'âge de 15 ans, a été embrigadée dans un réseau de prostitution. Elle nous raconte son histoire et nous explique les mécanismes de recrutement et d'emprise dont elle a été victime. Tu m'as aussi envoyé du coup cette image de toi. Alors ça, c'était pour illustrer ce à quoi une jeune fille peut ressembler après avoir vécu un traumatisme. D'accord. Donc voilà, c'était moi juste après les faits. Je ne sais même pas si l'enquête était encore en cours, mais je venais de décider de changer de couleur de cheveux. Là, tu me disais que tu étais blonde et que tu avais décidé de te teindre en brune, du coup. En fait, c'était une façon d'effacer qui j'étais à cette époque-là. Ça a l'air d'aller, hein. Oui, tu te sentais comment, là, à ce moment-là? J'ai toujours été très mal dans ma peau. Donc à mon avis, je devais être encore plus mal dans ma peau. J'essayais de ne pas décrocher scolairement. C'était la priorité, je pense. Allez, ça tourne. Je cherchais juste de l'attention. Voilà, j'étais une jeune fille qui voulait être aimée à tout prix. Je me suis incontestablement retrouvée dans des endroits où je n'avais strictement rien à faire. Et donc je suis sortie avec une copine, on s'est retrouvés en boîte de nuit. Et là, il y a une jeune femme qui m'approche. Je me rappelle blonde, habillée tout en noir, jupe très courte. Et alors elle me demande, du coup comme j'étais très expressive, très démonstrative, je prenais de la place, hein, du haut de mes fin 15 ans. Et alors elle me demande si ça m'intéresse de faire un job d'hôtesse, quoi. Tout ce qui est salon de l'auto, le discours en restait là, à ce moment-là. Et donc j'accepte, hein, parce que à ce moment-là, dans l'état d'esprit où j'étais, ça me correspondait plutôt bien en fait, être vue. C'était tout ce qu'il me fallait.
Donc le lendemain matin, il y a quelqu'un qui m'appelle. Et c'est un homme. Je me souviens qu'à un moment, il a un peu débordé au-delà de ce genre de salon. Et donc moi, là, il y a quelque chose qui s'allume, là en haut, qui se dit attention, là, les clignotants, il y a danger. Mais j'y vais. Cet homme-là me demande qu'on se rencontre pour me mettre en confiance. Donc il me dit, ce sera dans un lieu public, voilà, on va boire un verre, là où ça te rassure, dans ta ville, etc. Il me dit, bah, écoute, prépare des affaires chez toi dans ton garage ou en bas, et puis quand je t'appelle, tu prends ton sac et tu me rejoins, quoi. Donc le jour arrive et je le fais. Donc là encore, il faut quand même bien se dire que vu de l'extérieur, tous les dangers sont là. Et là, je suis une jeune fille de 15 ans qui n'a déjà plus pas toutes ses facultés, ou du moins émotionnelles et psychologiques. Donc j'y vais, je monte en voiture avec un inconnu. Je le dis comme ça, ça heurte toujours les gens, mais c'est vrai, je monte avec un inconnu. C'est quand même pour mesurer le degré de l'inconscience et de la volonté d'autodestruction chez un individu quand même. Donc je monte avec ce monsieur, on roule et là il me parle d'une fameuse fille qui s'appelle Elena. Si j'ai des peurs, des doutes, je peux communiquer avec elle, qu'elle sera là pour moi. Donc à un moment il s'arrête sur le bord de la route et il me demande de passer à l'arrière et de lui pratiquer une fellation et de me montrer de quoi je suis capable avant d'aller chez le premier client. Donc voilà, là on est tous les deux. Et là je me suis dit ok, voilà dans quoi tu t'es mise. Donc ça se passe, voilà, forcément. Et là, les mots reviennent, c'est un état de choc, de sidération, donc on perd toute notion de temps, d'espace, on devient robotisé, voilà, on se laisse faire. Et puis après ça, j'ai plus rien ressenti. On va à ce premier rendez-vous et effectivement je me rappelle du prénom de la personne, du visage, je me rappelle de la pièce. C'est un homme de plus ou moins 40-45 ans et mon proxénète, hein, c'est son nom, me dépose là et en fait ils discutent à deux et moi je suis complètement en retrait, quoi. C'est voilà, c'est la première fois et puis quand c'est fini tu me diras ce que t'en penses, voir si je continue avec elle ou pas, quoi. Donc là, c'était tout un loft dédié à ça, à ce genre de rencontre en fait. Et je me rappelle, le premier souvenir que j'ai, c'est être interpellée parce qu'on est filmé et on est projeté sur un écran, un très grand écran face au lit, etc. Et donc, en fait, c'est très violent parce que là, quand même, ce qui se passe, c'est quand même mes premiers rapports. Est-ce qu'il connaissait votre âge, cet homme ? Oui, il avait parfaitement connaissance de mon âge. Et puis, sincèrement, ça se voyait. Quand je vois des photos de moi à cet âge-là, le peu de photos qui me restent encore, parce que j'ai presque tout supprimé, ça se voyait. Enfin, j'avais encore un visage de poupon, quoi, encore tout arrondi. J'ai fait très jeune, très longtemps en plus. Donc, je rentre chez moi, et là, je me lave, et je me fais vomir pour la première fois de ma vie. Parce que c'était me nettoyer de ce qui venait de se passer. Et c'est un geste qui ne m'a jusqu'à maintenant jamais quittée. Voilà, donc je vis depuis ce jour-là avec des troubles alimentaires au quotidien. Et en fait, je ne sais pas exactement sur quelle période tout ça s'est passé. Je pense que je dois avoir eu une dizaine de rendez-vous avec des profils différents. Il faut savoir que lui prenait quand même l'habitude oui, c'est un mot que j'ai encore difficile à utiliser, mais du coup de me vider avant et après, à chaque fois. Donc je pense que le avant, c'est pour remettre dans un état de sidération. Et après, je cherche encore. Elena, on était toujours dans cette relation où on discutait, où je pouvais me confier à elle. Ouais, c'était ma confidente. Et puis en fait, c'est vrai qu'au début, elle me rassurait.
Et après, moi j'ai voulu faire demi-tour, où elle a commencé à sentir qu'il y avait une détresse, elle m'a dit non mais t'as plus le choix. T'as plus le choix, tu dois y aller parce que si tu ne réponds pas à ces demandes et que tu n'y retourneras pas, ce sera pire. En 2021, le procès de son proxénète a lieu. Lors de cette audience, elle va découvrir que cette fameuse Elena, à qui elle se confiait régulièrement par message, mais qu'elle n'avait en fait jamais vue, est en réalité son proxénète. Donc voilà, les rendez-vous se passent. Je vis des mois sous pression. Sous pression parce qu'il menace. Et alors, une de ces techniques, c'est mettre la pression sur l'entourage et pas sur la personne même. Parce que nous, à partir du moment où, de toute façon, on est quand même dans un état de dissociation presque permanent, nous, on peut tout supporter, tout. Donc, il n'y a plus grand-chose qui nous fait peur. Par contre, les attaques sont toujours portées vers une personne qu'on aime. Moi, c'était ma petite sœur. Donc, il m'a dit, voilà, je sais par où ta petite sœur part à l'école et si tu ne sors pas de chez toi, il va très vite lui arriver quelque chose. Donc, c'est comme ça qu'il m'a tenue. Parce que beaucoup de gens se posent la question, tiens, comment est-ce que ces jeunes filles n'arrivent pas à sortir de là? Ça peut être... En tout cas, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est vraiment eux qui géraient, quoi. C'est eux qui faisaient les photos. Ils ne voulaient pas prendre de risque que certaines filles se fassent leur propre business par la suite, quoi. C'est vraiment eux qui géraient les clients, les appels, les rendez-vous, la réception de l'argent, voilà. Je me rappelle une fois, c'était quelqu'un qui venait de terminer son service dans un garage auto. C'était dans son bureau, dans le showroom du garage, quoi. Voilà. Et moi, on m'attendait en voiture à la fin. Donc c'était aussi je pense que c'est important de le mentionner, mais les clients, c'était vraiment un monsieur tout le monde. Oui, tout le monde. Tout le monde. J'ai même eu un Australien, un homme d'affaires, qui venait ici. Et moi, je viens d'une famille, enfin, de par la situation familiale et le divorce de mes parents, d'une situation précaire. Avec l'argent, donc j'ai commencé à m'habiller autrement, à porter des marques, etc. Et en fait, je pense que c'est là le premier vice chez les jeunes filles dans la société. Il y a un vrai sujet parce que parfois, ça m'a fait oublier ce que je faisais. Parce que mon cercle social a changé, on s'intéressait à moi. Et ça, c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté non plus, c'est l'enveloppe. C'est le rapport au matériel, en fait, du coup. Je suis acheteuse compulsive parce que acheter, ça me rassure, ça me comble. Et ce que je ne peux plus jamais ressentir, ce que j'ai ressenti quand j'étais gamine, quoi. Du jour au lendemain, je n'ai plus de nouvelles, en fait, de cet homme. Et là, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe, quoi? En fait, je m'inquiète. Je m'inquiète et là, c'est là que le sujet du matériel est ultra important parce que je comptais, moi, maintenant, sur ça, sur cet argent. Je me dis, oh non, alors que ce que je vivais pour l'avoir, c'était horrible, quoi. Donc voilà, donc pendant toute cette période-là, je vis des choses terribles, je suis très en colère, ça vole en éclats à la maison, tout le temps. J'ai laissé des traumatismes à ma petite sœur, quoi, tant j'ai eu des gestes violents. Et en fait, ce qui était terrible dans mon histoire, c'est qu'on ne comprenait pas pourquoi j'étais comme ça. Donc, on a un peu cherché. Ma maman a été très fatiguée, donc j'ai fait deux séjours en hôpital psychiatrique quand même. Ce qui n'est pas anodin. Donc on souffre, on attend d'être sauvé, et c'est nous qu'on enferme. Donc ça a été très très compliqué. J'ai fait 2 tentatives de suicide. J'ai perdu mes cheveux. Donc un matin, je me suis levée, en fait j'étais chauve ici, sur les côtés. Et on va voir un spécialiste et ma maman me dit, enfin le dermatologue dit à ma maman, c'est dû à un choc émotionnel. Souvent, c'est dû à un choc émotionnel. Et là, en fait, on donne le remède pour que mes cheveux poussent, mais on ne me pose pas de questions. Toujours pas. Donc je perds mes cheveux, j'ai des troubles alimentaires. Il y a quelqu'un qui dit que j'ai certainement vécu quelque chose de très difficile. Et ça alerte toujours pas, quoi.
Aujourd'hui, Manon, elle a presque 30 ans, 2 enfants et elle retrouve petit à petit une vie normale malgré les traumatismes. Son histoire, c'est celle de milliers de jeunes et pour nous, c'était vraiment important de montrer le travail d'une association qui accompagne au quotidien, mais aussi sur le terrain, des adolescents et leurs familles. J'ai reçu l'appel d'une maman qui nous demande de l'aide parce qu'elle se sent un petit peu dépassée. C'est pour sa fille. D'accord. Et elle a quel âge cette jeune? Elle a 17 ans. À 17, ok. Il y a eu pas mal de comportements à risque, notamment des discussions avec des inconnus sur Internet où elle envoie des nudes, elle envoie aussi des informations qui la concernent personnellement, où elle peut être identifiable. Et il y a aussi pas mal de problématiques à l'école avec des garçons qui profitent d'elle. Elle aimerait que tu travailles un peu avec elle autour de ces questions de sexualité, de s'inscrire en fait dans des relations plus respectueuses et plus sentimentales. Et essayer de l'éloigner en fait vers les comportements à risque qu'elle est en train d'adopter de plus en plus. Hello, hello. Coucou Hélène. Coucou, je te rappelle pour un petit peu prendre de tes nouvelles, et côté santé, et puis aussi côté le travail, tu sais, tu avais des entretiens. Ouais. Alors, j'ai cru comprendre par ton SMS que ça s'était pas trop bien passé. Oh là là, la galère Hélène. Je suis désolée, hein, mais c'est tellement compliqué de se réinsérer. Côté psychiatrie, alors là, c'est complètement le bordel. Il y a eu beaucoup d'augmentation de mes médicaments parce que, crise de nerfs, hein, j'ai du mal à contrôler mes émotions, j'en veux à toute la terre. Même moi, je ne saurais pas te dire ce qu'il y a comme problème. Mais je sais qu'une seule chose, c'est que tout mon entourage trinque parce que c'est extrêmement compliqué. Et effectivement, tout ça, c'est quand même lié à tous tes psychotraumas, hein. C'est normal pendant... C'est que ça s'exprime, enfin, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi maintenant. C'est très fréquent que pendant les premières années, il y a des choses qui se posent. Dans les premières années après la sortie de la prostitution, il y a des choses qui se posent, mais ça va beaucoup plus profondément plusieurs années après. Et t'as détruit une vie, quoi. T'as détruit toute une vie. Ouais. Et après, on est isolé, parce que moi, par exemple, j'ai plus la famille, j'ai plus personne, donc c'est compliqué. Faut des parents qui peuvent en tout cas éviter ça à leurs enfants, faut faire, parce que après, c'est quand ils sont adultes ou quand ils sont plus là-dedans qu'ils réalisent que tu réalises beaucoup de choses. Parce que même la confiance en soi, c'est très compliqué. Ouais. Par contre, ce que je veux aussi, c'est que toi, tu sais que tu as beaucoup de situations. C'est surtout en ce moment, je vois sur les réseaux sociaux. Hein, bah oui, il y en a beaucoup. Problèmes. Bah ouais. Moi, je ne vais pas dire que ça va, dans le sens où, voilà, mais je suis hors de danger, tu vois. Mais occupe-toi de ceux qui en ont vraiment besoin. Moi, tu m'appelles comme ça me va très bien. Si au début, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à m'y intéresser, les jeunes que je rencontrais avaient plutôt autour de 16 ans, aujourd'hui, il n'est vraiment pas rare d'en avoir de 13 ans. Vous voyez ? Et des jeunes filles comme des jeunes garçons de 13 ans. Et là, ce qui est terrible, c'est pour les moins de 15 ans, c'est qu'eux sont encore plus broyés que quand ça arrive plus tard. La prostitution, donc chez ces petits ados, ça concerne vraiment tous les milieux sociaux. Mais par contre, ce que les prédateurs, qu'ils soient clients ou qu'ils soient proxénètes, vont essayer de trouver, c'est la fragilité avec laquelle on va pouvoir créer une emprise. Donc ces fragilités, elles sont multiples. Évidemment que la précarité, ça va en faire partie, mais pas que. La première des vulnérabilités, c'est l'âge. Quand vous avez fait affaire à une adolescente qui est déjà pubère à 12-13 ans, ça en fait une proie intéressante et très facile parce qu'au niveau cognitif, elle n'a pas la capacité de comprendre ce qui se passe. Ce sont ensuite des années et des années de psychotrauma et de problèmes en cascade. Si la prostitution touche directement ces jeunes, les proches et les familles se retrouvent aussi impactés. On a rencontré une maman célibataire dont la fille, âgée de 15 ans seulement, est exploitée sexuellement. Elle est tombée dans la prostitution il y a maintenant 2 ans, après un placement au foyer de l'aide sociale à l'enfance qu'elle a fini par quitter. Elle est aujourd'hui déscolarisée et fugue régulièrement de chez elle pour se prostituer. Sa mère voulait lui laisser un message. Par peur des représailles, elle témoigne à visage caché.
Aujourd'hui, vous vivez dans l'incertitude de retrouver ou pas votre fille à la maison quand vous rentrez le soir. Vous n'êtes jamais sûr. Aujourd'hui, je suis sûre de rien. Là, je lui ai envoyé un message hier, j'ai pas eu de nouvelles. Donc, comme à chaque fois, je m'inquiète. Peut-être qu'elle va me répondre dans 5 minutes, mais peut-être qu'elle va pas me répondre et puis que qu'on va m'appeler pour m'annoncer un drame. Quand j'ai des idées d'une ville dans laquelle elle peut être, je la cherche sur Sex Model. Il n'y a pas son visage pour pas qu'elle soit retrouvée, mais je reconnais son corps parce que je reconnais le corps de ma fille. Est-ce que vous vous sentez impuissante? Ah oui, je peux rien faire. Parce que dans tous les cas, moi, il faut que j'aille travailler. Enfin, je peux pas l'enfermer. Parce que si elle veut partir, elle partira. Après, c'est que c'est tellement dur à porter que je suis isolée. J'ai pratiquement plus d'amis, j'ai presque plus de famille. De toute façon, je veux voir personne parce que le jugement, il est tout le temps présent. En fait, on nous juge tout le temps, nous, sur notre rôle de maman, sans oublier que j'ai toujours tout fait pour la sortir de là. Donc, je me sens uniquement coupable d'avoir demandé un placement en foyer, ou là où tout a commencé. Comment vous vivez avec ça au quotidien? Alors, on essaye de vivre normalement. Je dis à sa sœur qu'elle est partie à l'école ou qu'elle est en vacances, qu'elle est chez une copine et qu'elle va revenir bientôt. Et mon autre fils, lui, il refuse de parler de sa sœur. Et vous le vivez comment quand vous rentrez à la maison et que vous voyez qu'elle est partie? En fait, dès que je rentre chez moi, même quand elle n'est pas là, je rentre toujours. Enfin, la première chose que je fais, c'est que je regarde s'il y a ses chaussures à l'entrée, si elle est rentrée. Pour moi, c'est compliqué de rester chez moi, même en journée. C'est pour ça que je préfère aller travailler. D'ailleurs, sa chambre, je ne peux pas y mettre un pied. Pourquoi? Ça me rappelle trop ma fille, ça me rappelle trop qu'elle n'est pas là. Et aujourd'hui, si vous pouviez livrer un message à votre fille, ça serait quoi? Que je l'aime plus que tout, mais ma porte sera toujours ouverte pour elle. Peu importe à l'heure ou à l'endroit dans lequel elle est et qu'elle m'appelle au secours, j'y vais. J'espère vraiment que ce reportage vous a intéressé, mais avant ça, je vous donne encore quelques infos. Aujourd'hui, les associations dénoncent des moyens alloués encore trop insuffisants. En 2021, le premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs a été annoncé. Mais en fait, selon les associations, ces mesures tardent encore à être mises en place. Le sujet reste encore très tabou en France et le milieu associatif appelle notamment à plus de campagnes de sensibilisation dans les écoles, et ce, dès le plus jeune âge. Avant de vous quitter, on tenait particulièrement à remercier les journalistes Claude Ardide et Nadège Hubert qui nous ont épaulés tout au long de cette enquête. On vous met en description leur livre À cœur perdu, qui est une enquête qui traite aussi de la prostitution des mineurs et qui a été publiée en février 2025. On remercie également l'association Adosexo pour leur accueil, ainsi que toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans ce reportage. Enfin, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire, et pour ne rien rater de nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Brut.